Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un concept fascinant, l'hypervulgarisation. C'est un de ces mécanismes qui façonnent notre compréhension du monde, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Et pour bien saisir de quoi il s'agit, on va commencer par en faire l'expérience nous-mêmes. Alors regardez bien ces deux images. D'un côté, on a l'univers de la physique, avec ses équations bien précises qui décrivent des trucs comme la dilatation du temps. Et de l'autre, quelque chose de complètement différent, l'univers du mysticisme, avec des diagrammes symboliques comme celui-ci, le Sri Yantra, qui cherche un sens caché dans les formes. On a vraiment l'impression de deux mondes, deux langages qui n'ont rien à voir. Franchement, qu'est-ce que ces deux choses pourraient bien avoir en commun? À première vue, on se dit absolument rien. Et pourtant, s'il y avait un lien secret, un fil invisible qui reliait ces deux visions de la réalité, c'est le petit mystère qu'on va essayer de démêler ensemble. Allez, on plonge dans le premier monde, celui de la physique. Imaginez un univers qui fonctionne comme une immense horloge, un mécanisme de précision incroyable, gouverné par des lois mathématiques qui ne changent jamais. Au cœur de cette mécanique, on trouve le principe de la relativité. Et ce principe, il est d'une simplicité géniale. En gros, il nous dit que les règles du jeu de l'univers sont les mêmes pour tout le monde. Que l'on soit dans un TGV à pleine vitesse ou immobile sur le quai, les lois de la physique s'appliquent exactement de la même façon. C'est une vérité objective, universelle. Et ce principe a des conséquences bien réelles, même si elles sont minuscules. Par exemple, à cause de la vitesse, le temps s'écoule un tout petit peu plus lentement pour une personne qui prend le train tous les jours. Sur une carrière de 40 ans, on parle d'un gain de 0,2 microsecondes. Bon, ce n'est rien du tout, on est d'accord, mais c'est mesurable. C'est la preuve que cet univers horloge fonctionne bel et bien comme prévu. Ok, maintenant changement de décor radical. On quitte le monde des équations pour entrer dans un univers où les formes, les motifs ne sont pas juste des arrangements d'atomes. Non, ici ils sont porteurs d'un sens bien plus profond. Prenons la photosynthèse, ce n'est pas juste une réaction chimique. Dans la perspective de la géométrie dite sacrée, c'est la forme même de la molécule de chlorophylle, sa géométrie complexe, qui lui donne le pouvoir de transformer la lumière en vie. La forme n'est pas un hasard, elle est l'architecte invisible du monde vivant. Et cette citation résume parfaitement l'idée. Il y aurait un plan caché, un monde immatériel fait de formes pures et de géométrie, qui dicterait la manière dont notre monde matériel s'organise. C'est une quête de sens, mais à travers les symboles. Bien, on a nos deux univers bien distincts. Maintenant, que se passe-t-il si on tente de les faire se rencontrer, si on les force un peu à dialoguer? C'est là que ça devient, disons, assez particulier. On a donc d'un côté le langage des maths, des forces, des particules. De l'autre, celui des archétypes, des symboles, des harmonies. La physique, elle, décompose le monde pour le mesurer objectivement. La géométrie sacrée, elle, cherche à y déceler des grands principes unificateurs, des schémas qui ont du sens. La physique, par exemple, nous apprend une chose incroyable. La masse peut se transformer en pure énergie, c'est E égale mc carré. Quand des particules se percutent, leur masse disparaît et à la place de l'énergie jaillit. Une transformation fondamentale de la matière. Et comme par hasard, la géométrie sacrée nous raconte une histoire qui y ressemble. Dans cette vision du monde, l'unité originelle, le grand tout, se divise pour créer la multiplicité du monde. Une source unique qui génère toute la diversité qu'on connaît. Alors, la question se pose, forcément. Est-ce que la masse, qui devient énergie, et l'un qui devient le multiple, ne seraient pas, au fond, deux métaphores pour décrire le même grand processus cosmique? L'énergie jaillit de la matière, la multiplicité jaillit de l'un. La connexion semble si évidente, si parfaite. Et c'est là, c'est à ce moment précis, celui où l'on a cette petite étincelle, où tout semble se connecter, qu'il faut s'arrêter une seconde et lever le rideau. Car ce que l'on vient de faire ensemble, ça porte un nom. L'hypervulgarisation, c'est exactement ça. C'est ce piège qui consiste à prendre deux idées complexes, à oublier tout leur contexte, leur méthode, leurs preuves, juste pour créer une analogie qui nous plaît, une histoire séduisante. Le rapprochement qu'on vient de construire entre la relativité d'Einstein et la géométrie sacrée en est un exemple parfait. Alors comment on la reconnaît? Il y a quelques signes. D'abord, elle cherche toujours une grande histoire simple qui explique tout. Ensuite, elle crée des liens en se basant sur des ressemblances, des analogies poétiques, jamais sur des preuves solides. L'important, c'est que le récit soit satisfaisant, pas qu'il soit exact. Et surtout, elle fait un glissement dangereux. Elle part de la question scientifique, comment ça marche, pour prétendre répondre à la question philosophique, pourquoi ça existe. Platon nous rappelait déjà l'importance d'une quête authentique de la connaissance. Le but n'est pas de trouver des histoires qui nous rassurent ou qui nous confortent dans nos croyances. Le but, c'est de chercher, avec rigueur et honnêteté, ce qui est vrai, même si c'est plus compliqué. La distinction est cruciale. Et tout le dilemme est là. La simplification, c'est essentiel pour apprendre, on est bien d'accord.
Mais à notre époque, à l'ère des explications en 1 minute sur les réseaux sociaux, comment faire la différence ? Comment distinguer la simplification utile, celle qui est une porte d'entrée vers la complexité, de l'hypervulgarisation, celle qui est une jolie porte qui se referme sur une illusion ? La question reste ouverte.